Bonsoir Émilie. Bonsoir Rujdi Ajar, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Cette semaine aura été marquée par plusieurs temps forts, dont notamment l'annonce de l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté. Nous l'avons d'ailleurs évoqué avec le ministre d'État Pierre Dartout. L'autre information de ces derniers jours, c'est la Roca Team qui évoluera bien sur son parquet en Euroleague cette saison. Le nouveau capitaine, Léo Westermann, nous a confié sa satisfaction. La saison d'hiver des Ballets de Monte-Carlo, l'optimisme affiché de la Société des Bains de Mer, le Monaco Yacht Show auront également été abordés dans nos JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. La situation sanitaire s'est incontestablement améliorée puisqu'on a eu au cours du mois d'août une baisse significative du taux d'incidence. Cela dit, nous sommes prudents. Parce que l'expérience nous montre qu'une baisse significative du taux d'incidence ne veut pas dire forcément amélioration durable. Et nous avons un certain nombre de préoccupations. D'abord dans les Alpes-Maritimes avec lesquelles la relation est très importante. Le taux d'incidence est toujours à plus de 100. Deuxièmement, nous estimons encore qu'il n'y a pas assez d'habitants, de résidents de la principauté qui sont vaccinés. Et puis nous allons rentrer dans une période de l'année, l'hiver, où la pandémie malheureusement peut se faire plus dangereuse. À l'heure actuelle par exemple, il n'y a plus de phénomènes graves à l'hôpital, c'est-à-dire que le nombre de personnes à l'hôpital est limité. Malheureusement, les personnes qui sont hospitalisées pour des raisons liées au Covid sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est pour ça, et là aussi, nous insistons là-dessus, il faut que le plus possible de résidents à Monaco se fassent vacciner. Pour l'instant, on n'a pas décrété une troisième dose de façon systématique, notamment pour les plus de 65 ans, de 75 ans. On est toujours sur deux choses. La première, c'est qu'il faut de toute façon une prescription médicale. Et la deuxième, c'est que nous encourageons tous les habitants et résidents de Monaco à faire une analyse sérologique qui leur permettra de voir où ils en sont quand ils sont vaccinés sur leur propre défense. Le pass sanitaire reste obligatoire notamment dans les restaurants et dans les bars. Il ne l'est pas sur les terrasses, mais seulement pour les résidents et les salariés. Donc la mesure dérogatoire qui avait été prise est prolongée. Tout comme pour les enfants de moins de 18 ans, le pass sanitaire non plus n'est pas obligatoire dans ces établissements. Il n'y aura plus de jauge, simplement il y aura toujours obligation du port du masque. Et pour les événements culturels en plus, tous ceux qui participent à l'événement, les musiciens, les danseurs, devront répondre au pass sanitaire. C'est-à-dire que il y aura un contrôle au pass sanitaire, non pas pour le public qui portera le masque, mais pour tous ceux qui travailleront. Personnellement, j'aime beaucoup le basket. Et le fait que Monaco, qui a réussi à rentrer en Euroleague par la grande porte, méritait de jouer tous ces matchs à domicile. Nous nous sommes fortement mobilisés, notamment le ministre de l'Intérieur, les services du gouvernement, avec le club, de façon à ce que nous puissions améliorer la capacité d'accueil de la salle. Nous avons, après quelques difficultés qu'il faut reconnaître, eu des négociations serrées et le club s'est fortement mobilisé là-dessus. Nous l'avons accompagné. Dès le prochain match, Monaco pourra accueillir le Panathinaïkos d'Athènes ici dans sa salle. Et c'est un grand plaisir. Personnellement, je m'y rendrai d'ailleurs. Ah oui, c'est un soulagement total. Je parle déjà pour nous joueurs, de pouvoir jouer dans notre antre. Le gouvernement a fait énormément de concessions cet été pour pouvoir remettre à niveau Gaston Médecin. Et nous, joueurs, c'est vraiment une super nouvelle de pouvoir jouer là-bas. C'est vrai que l'équipe, le staff, le général manager et le président ont été très actifs cet été avec l'arrivée de joueurs imminents, Mike James en chef de file, et Will Thomas et d'autres joueurs qui ont des gros noms et qui vont nous apporter leur expérience en Euroleague qui est très important et qui fera certainement la différence dans certains matchs. L'objectif, c'est déjà en championnat de France de pouvoir enfin le gagner.
Et en Euroleague, on va prendre les matchs les uns après les autres. On aura besoin de discipline et beaucoup d'engouement pour pouvoir espérer gagner des matchs. Mais en tout cas, je pense que tout le monde fait un très bon job pour pouvoir espérer faire quelque chose de bien dans cette compétition. Très heureuse pour tout vous dire. Nous avons travaillé très dur depuis 1 an et demi, depuis l'annulation du salon, et ça y est, ça devient une réalité. Les bateaux sont là, les clients sont là, donc soulagée d'avoir pu ouvrir ce matin le Monaco Yacht Show. Comme vous le savez, tous les ans, les stars du salon, ce sont les bateaux. Nous avions estimé avoir entre 80 et 90 bateaux cette année, du fait du Covid et justement des perturbations et des bateaux qui ne seraient pas venus en Méditerranée. Et finalement, nous en avons 101, ce qui est pour moi exceptionnel. C'est un petit peu moins que les autres années, mais la qualité est là. Ce sont des bateaux de très grande qualité. La moitié de la flotte a moins de 2 ans, a été lancée en 2020 ou 2021. Donc des bateaux très récents qui n'ont jamais été vus ailleurs qu'ici. On a par exemple sur la digue un bateau de 94 mètres, un Fedship qui a une motorisation hybride. C'est clairement une préoccupation qui est aussi dans le yachting. Voilà, beaucoup de recherches sur les nouvelles technologies futures qui ne sont pas forcément mises en œuvre immédiatement sur des grands yachts. Par exemple, tout ce qui est motorisation hydrogène, on le voit déjà sur des tenders et c'est en étude pour des plus gros bateaux. Donc oui, je pense que de toute façon, c'est une préoccupation qui, au niveau mondial, peu importe le secteur, tout le monde se doit de réfléchir à ça et probablement que les propriétaires de bateaux sont d'autant plus sensibles à la cause puisqu'ils eux-mêmes voient en naviguant tous les jours l'impact que peut avoir l'homme sur les mers. Aujourd'hui, on a réuni un écosystème d'acteurs qui souhaitent s'engager dans le développement de ces marinas vertueuses, de ces marinas intelligentes qui vont nous permettre de rentrer dans un impact positif. Et cet écosystème s'est réuni autour du sujet de la protection de la biodiversité et de la protection des océans. Il y a plusieurs enjeux en fait, de la pollution dans les marinas. Un des éléments qu'on ne voit pas forcément, c'est la pollution de l'eau. C'est donc toute la gestion des eaux noires, des eaux grises, qui malheureusement sont gérées aujourd'hui dans les marinas, avec pas forcément les meilleures solutions encore. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément naturellement et directement, mais la gestion de cette eau est fondamentale. Alors une marina vertueuse, ce sera une marina qui sera aussi intelligente. C'est-à-dire qu'on aura la capacité à gérer les flux de personnes, de ressources, d'eau, de déchets, et les limiter au maximum ces déchets et aussi les réexploiter. Et donc c'est toujours très intéressant d'envisager l'avenir en se disant qu'on peut exploiter les technologies innovantes, la digitalisation, pour mener des actions positives. La définition de l'optimisme au sein d'une entreprise, c'est de toujours regarder la partie positive, la partie solution, la partie opportunité de toute action, de tout événement qui nous arrive. C'est Épithète qui a 2000 ans qui nous dit cette parole extraordinaire. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Effectivement, au-delà de cette visite inédite et tout à fait exceptionnelle, c'était l'occasion pour nous de renforcer les liens qui unissent non seulement l'Église de Monaco, mais l'État de Monaco dans la spécificité qui est la sienne au Saint-Siège. Alors dans cet environnement, nous étions heureux de rencontrer le cardinal secrétaire d'État. C'était une visite officielle. Il y a donc une rencontre avec le prince, une audience avec le prince, avec le ministre d'État, une rencontre aussi avec les chrétiens du diocèse qui nous ont aidés à mieux mesurer ce qu'était notre identité et à la comprendre non seulement comme une fierté, comme un attachement, comme un élément constitutif de ce que nous sommes, mais aussi comme une mission et une responsabilité, en particulier pour l'Église de Monaco et les chrétiens qui la constituent. Ce couronnement de la semaine à Rome, avec le Saint-Père qui nous a accordé plus de 2 heures d'entretien, presque à bâton rompu, sans texte prédéfini, dans un climat très fraternel, très, très amical. Et effectivement, pour un évêque qui vit sa mission comme reçu du Saint-Père en communion avec ses autres frères évêques, ces événements ont été absolument fondateurs et même, on pourrait dire, enthousiasmants et stimulants pour poursuivre la mission ici, bien sûr, à Monaco. Écoutez, pour vous dire la vérité, on sort d'un espèce de coma quand même un peu particulier, donc on essaye de remettre vraiment tout en marche avec
la conviction quand même qu'on a déjà eu de la chance de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on a fait la saison dernière, mais c'est vraiment je veux le prendre comme un nouveau départ. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a un regain d'énergie, un regain d'envie aussi. Comme toujours, peut-être parce qu'on a failli nous enlever ce qu'on avait de plus précieux et du coup, maintenant qu'on le retrouve, on a envie de vraiment en profiter parce qu'on sait ce que c'est que de ne plus l'avoir. Voilà. Je viens d'avoir 61 ans, donc au plus 60, je n'ai pas pu le faire, donc c'est back on track, c'est-à-dire qu'on va remettre les machines en route, on va refaire fonctionner le désir et le plaisir parce que j'avais un appétit très grand pour chorégraphier et j'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir le faire. J'ai tout fait pour me remettre bien en état moi-même pour être prêt à affronter cette situation. Back 61 parce que effectivement c'est 61 maintenant, il faut faire face à la situation. Un des succès de Singapour, voire même le grand succès de Singapour, est sa position géographique avec le Strait de Malacca et le port qui accueille énormément, plus de 40% de l'activité maritime dans l'Asie du Sud-Est. Singapour et la Principauté, qui sont deux États souverains, partagent beaucoup de ressemblances. On peut commencer par le drapeau et leurs couleurs, on peut aller sur la Formule 1 et aussi sur le fait que ce sont des petits États dans des grands territoires. On a fait trois choses assez drastiques. Premièrement, on a coupé tous les investissements. Deuxièmement, on a immédiatement supprimé tout ce qui était contrat à durée déterminée. Et puis est arrivé, donc ça c'était au tout début de la crise, et puis ensuite on a fait ce à quoi vous vous référez, à savoir le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. On a pu, grâce à l'attractivité de ce plan, faire que la plupart des gens sont partis volontairement avec un chèque sympathique. Non, il n'y a pas de deuxième plan. On a fait un plan, on s'est remis à un niveau de nombre d'employés que l'on pense à peu près adéquat. La preuve en est que nous avions beaucoup plus de demandes que de gens que nous avons laissés partir. Donc on a calibré en fonction de ce que nous pensions être l'idéal pour la société. Et on a refusé le départ de beaucoup de personnes. Et puis effectivement, on se prépare pour l'avenir. À l'hôtellerie, en juillet-août, on n'est pas très loin de 2019. Juste juillet-août. Avril, mai, juin, on était loin derrière. Mais juillet-août, on fait presque 2019. Ce qui est quand même effectivement plutôt positif. Et on est le 23 septembre, pardon. Le septembre, pour le moment, est bon aussi. Nous travaillons sur un projet, effectivement, de refonte assez complète du Café de Paris. Le projet a été initié par nos services avec un très, très beau projet. Tous ceux qui l'ont vu me disent c'est mieux après qu'avant. Donc, le conseil d'administration l'a vu, le gouvernement l'a vu. Nous sommes on a retenu un architecte, Charles Perrault, qui est un architecte des bâtiments de France, pour nous aider à bien harmoniser le tout. Et nous devrions déposer le permis de construire le mois prochain. Si tout se passe bien, on a l'autorisation de construire. Je dis construire parce qu'on ne démolit pas, on reconstruit, on modifie, mais il n'y a pas de démolition du Café de Paris. Il semble qu'on va vers le mieux. Nous, on se prépare à ça. On n'a aucune raison d'être pessimiste. Ça devrait repartir et on a beaucoup d'atouts. Donc voilà, on joue le jeu, on joue le jeu à fond. Le personnel a joué le jeu à fond avec nous. On est bien équipés, je crois, pour le rebond. La seule chose qui nous gênerait, c'est une 5e ou 6e vague, je ne sais plus à quelle vague on en est. Mais j'y crois pas, on est tous pas tous, mais la plupart d'entre nous sont vaccinés. Il ne semble pas qu'on puisse déraper de façon violente, quoi. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. Morning has broken like
the first morning, blackbird has spoken. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.